Donc je suis avec Michel Sterman. Vous avez écrit plusieurs ouvrages ou c'est le premier? C'est le premier. D'accord. Vous en avez d'autres en vue J'ai produit le même ouvrage en langue allemande et je suis en train de le traduire en anglais. Vous écrivez directement en allemand? J'ai écrit directement en français. J'ai adapté du français la version allemande. Et de la version allemande, j'adapte la version anglaise. Donc c'est en Allemagne qu'on vous a publié d'abord. On vous a demandé, c'est un éditeur allemand qui vous a contacté en premier. Je me suis auto-édité en Allemagne. Ah oui, Mon manuscrit français a été prêt en premier. oui bien sûr. Vous avez traduit vous-même votre texte de français en allemand? J'ai traduit moi-même en allemand, enfin je l'ai adapté disons en allemand, mais comme je me suis auto-édité en Allemagne, ça a été plus rapide en Allemagne, donc je suis paru en octobre. Ma version allemande sous le même titre est parue en octobre 2016, alors que l'éditeur Edilivre qui a fait la version française a pris un peu de temps pour la préparation. Il est sorti que le 15 décembre en France 2016. Alors comment est-ce qu'il a été reçu en Allemagne? Alors est-ce que c'est un sujet sensible en Allemagne, ce genre de livre? Il y a des gens que ça intéresse beaucoup. Bon, moi j'ai surtout touché un cercle de correspondants que j'ai là-bas, Ah oui. avec lesquels je fais des recherches sur l'histoire de ma famille. Je raconte dans ce livre l'histoire de ma famille, centrée sur ma mère. Est-ce que votre mère c'est cette dame? C'est la dame qui est en couverture, qui s'appelle Alors Grete. comment on dit en allemand, maman Grete? On dit Grete. Et maman? Grete. Et maman, comment ça se dit? Alors, Mutter? maman, Mutti? alors moi quand j'étais enfant, enfin quand j'ai commencé à parler, je l'appelais Mama. Ah d'accord. Bon. Je l'appelais Mama. Votre langue maternelle c'était l'allemand alors? Je suis né en France. Mon père était français, donc j'ai appris à parler français, mais comme ma mère était allemande, j'ai appris l'allemand en même temps. Ah, d'accord. Mais mes parents étaient éducateurs dans les maisons d'enfants, d'orphelins juifs. Donc, vous n'êtes pas vous-même d'origine juive? Alors mon père est d'une famille juive, Ah, ma mère d'accord. non. Et donc votre mère, Ma mère est d'une famille allemande, socialiste, antifasciste. et donc là vous lui rendez un hommage du fait qu'elle a sauvé des enfants juifs. Elle ne les a pas sauvés, vu qu'elle est venue en France en 1947. Donc ses enfants étaient déjà sauvés. Voilà. Mais elle s'est occupée de leur éducation pour, comme elle le dit elle-même, faire un petit peu de bien là où les Allemands ont fait tant de mal. Est-ce que elle le faisait en français ou en allemand? En français. Ah oui, donc elle avait appris le français. Elle avait appris le français au lycée et apparemment elle était douée pour les langues, puisque un an après son arrivée en France, des anciens des maisons d'enfants m'ont dit qu'elle avait à peine un petit peu d'accent allemand. Donc je pense qu'elle était assez talentueuse pour apprendre le français. Et son rêve avant de venir en France, enfin disons son rêve quand elle était jeune fille, entre autres, et même pendant la guerre déjà, c'était de travailler à l'éducation d'enfants anglais ou français. Mais alors, si je comprends bien, elle n'avait pas affaire à des enfants individuellement, elle les avait collectivement, en groupe. Absolument. Donc mes deux parents avaient des groupes d'enfants au sein de maisons d'enfants, dans un organisme qui s'appelle l'UJRE, Ah oui, Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, oui, et qui est une émanation de la MOI, oui, dont faisait partie le groupe, la main d'œuvre. le groupe Manichian Ouais, de la Fiche Rouge. Hein. Oui. Et donc, oui, la main d'œuvre immigrée. Et donc, ils avaient fondé des maisons d'enfants pour recueillir après la guerre, Voilà. gratuitement, Voilà. sans aucun frais pour les familles, Oui. recueillir gratuitement les enfants de parents déportés, Oui. morts en déportation. Et donc, ou au moins un parent mort en déportation. et votre père, il était avec elle à ce moment-là? Oui, alors c'est elle qui est venue le rejoindre en fait. Lui était Il est déjà là dans cette Mon structure? père est d'une famille d'origine polonaise juive. Oui. Donc, ses parents sont nés en Pologne, lui il est né à Paris. Et il a lui-même été déporté Oui. en 1944. Il était plus âgé, lui. Il a été
Il avait le même âge que ma mère. Ils sont nés en 1923 tous les deux. D'accord, il avait une vingtaine d'années en fait. Donc il a été déporté en 1944. Sorti de l'adolescence. Il avait 21 ans quand il a été déporté. Il a été à Auschwitz III, Monowitz, dans un camp de travail. À l'évacuation du camp, il a fait une marche de la mort Oui. et une évacuation vers Nordhausen, Voilà. où il était parmi les mourants, Ouais. qui devaient être évacués sur Bergen-Belsen pour être achevés. Et puis il y a eu un bombardement américain, l'arrivée de l'armée américaine, il a été sauvé comme ça. Oui, il y avait un roman récemment qui a été écrit par un Gabriel Bella, enfin, une sorte comme ça, des marches de la mort. Il y a eu un autre roman. D'accord. Donc, quels étaient les problèmes que votre mère devait résoudre avec ses enfants? Quelle était sa pédagogie ou son approche? Disons que c'est des enfants qui allaient à l'école. Oui, ils étaient scolarisés. Ils étaient scolarisés, donc elle les accompagnait à l'école, enfin mes parents accompagnaient ces enfants à l'école, les accompagnaient pour... L'école qui était l'école pour tout le monde? Oui, l'école communale. Voilà, d'accord. Et, c'était où? C'était déjà où? Alors, ils ont tous les ans changé de maison d'enfants parce que les maisons d'enfants fermaient les unes après les autres. Donc ils ont fait avec le JRE une maison d'enfants à Nice, une à Andrézy, dans les Yvelines, une au Rincy, dans la Seine-Saint-Denis actuellement, Oui. une à Livry-Gargan. Et pourquoi elles fermaient les unes après les autres? Parce que au fur et à mesure du temps, le JRE a manqué de moyens financiers. Donc là, on se situe sur une période de combien d'années finalement? Donc ça s'étend de 47, 48 disons pour Nice à 1951, à ma naissance. En 3-4 ans, il y a eu autant de changements. Tous les ans, toutes les rentrées scolaires, mes parents travaillaient dans une maison d'enfants qui fermait et changeaient de maison d'enfants. À chaque rentrée scolaire, ils ont changé de maison d'enfants. D'accord. À la rentrée. Mais alors donc elle ne sait pas elle qui assurait les cours, n'est-ce pas? Non. Non, elle les aidait, Elle voilà. faisait les activités Voilà. de veille, elle activait les ateliers de chant choral. Elle complétait ce que donnaient les enseignements. Oui. Elle faisait des ateliers de couture, des ateliers de bricolage, de travaux manuels. Mais alors vous avez voulu lui rendre hommage, de quelles étaient les qualités que vous lui reconnaissez? Elle avait un dévouement particulier? C'était une sainte? Elle a laissé un très bon... Moi je veux lui rendre hommage parce qu'elle est disparue, elle est morte en 1953. Pardon? En 1953, à 29 ans. Oui. Quand moi je n'avais encore que 15 mois, 16 mois. Oui. Et après, on n'en a plus parlé. Ah oui, d'accord. Donc moi, j'ai voulu la redécouvrir au travers des archives dont j'ai hérité en 2006 dans la maison de ses parents. Quand j'ai hérité de la maison de ses parents. Parce qu'après, elle a fait autre chose, votre mère. Après, elle était morte. Elle est morte en quelle année? 53. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, elle était fragile psychiquement. Elle faisait une cure de sommeil et elle a pris trop de somnifères. D'accord. Et on ne sait pas si c'est accidentel ou si c'est volontaire. Voilà, oui, oui. Et c'est la problématique avec laquelle je me débat, moi. D'accord, je comprends, oui, bien Et sûr. on ne parlait jamais, c'était un sujet délicat dans la Mais vous aviez en 53, vous avez quel âge quand elle est morte? 16 mois, Oui, donc je ne l'ai pas connue. donc vous n'en parlez même pas avec vous. En fait, quand on dit on en parlait après sa mort, vous voulez dire. Non, après sa mort, on n'en parlait plus. Mais quand vous êtes né, on n'en parlait pas non plus, parce que vous étiez trop jeune pour J'ai parlé jeune et vous avez quand même. Elle dit dans ses lettres, moi j'ai exploité les 150 lettres qu'elle a écrites en allemand à ses parents pendant qu'elle était en France. Vous étiez déjà très conscient. Et j'ai à 11 mois, 12 mois, je prononçais mes premiers mots. Et donc vous avez un souvenir de cette... Non, j'ai pas faut pas exagérer. De la présence de ma mère. Mes premiers souvenirs datent après la mort de ma mère, quand mes grands-parents m'ont recueilli pendant quelques mois chez eux à Hambourg. Là, j'ai quelques souvenirs de Hambourg. Oui. D'accord. Donc effectivement, c'est une sorte de retour en amont. Voilà, mais mon père n'aimait pas parler de sa première femme, il s'était remarié. Ah oui, votre belle-mère, oui. Donc, il s'était remarié, j'ai été élevé par ma belle-mère, et mon père voulait aller de l'avant, il ne voulait pas parler du passé. Oui, d'accord.
Et donc pour moi, dans ma tête, cette mère, dont je savais qu'elle avait existé, on m'a Oui. jamais caché, hein, mais dont je savais qu'elle avait existé, cette mère pour moi était un sujet honteux puisqu'on n'en parlait jamais. Oui, Et si on abordait ce genre de sujet, mon père fuyait, il parlait d'autre chose. Oui. Donc je comprenais que ça le gênait. Oui. Et mon père étant ancien déporté, rescapé de déportation, ayant beaucoup souffert, j'étais aussi dans l'esprit de le protéger. Il avait déjà souffert de la mort de sa déportation, de la mort de ses parents, de la mort de sa femme. Il ne fallait pas que je l'accable en plus en lui en parlant. Donc c'est un poids que j'ai porté toute ma vie. Et j'ai Oui. pris un peu ce livre aussi pour Oui. transformer ce poids en une glorification de ma mère. Oui, de votre première mère, si on peut dire, oui. De ma vraie mère. Oui, votre vraie mère. Ma mère biologique. C'est comme si vous aviez été un enfant adopté, finalement, quelque part. En quelque sorte, en quelque sorte. Mais quand j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de reprendre contact avec les anciens des maisons d'enfants, Ah, oui. donc avec l'organisation des anciens des maisons d'enfants de la CCE, tous ceux qui ont connu ma mère m'en ont parlé d'une façon très C'est positive. la commission centrale. Très positive. La commission pour l'enfance, la CCE. Oui, c'est ça, je les connais bien, ces gens-là. Voilà. Donc les anciens de la CCE, donc Daniel Baron, Marcel Jablonka et les autres qui ont connu mes voilà. parents, qui ont été des enfants éduqués par eux, m'ont toujours donné une très bonne image de ma mère, disant Oui. qu'elle était gentille, aimante, positive, intelligente, brillante. Mais elle ne se considérait pas comme juive, finalement. Elle n'a jamais été juive. Non, mais elle aurait pu se Elle convertir. voulait aider les... Non. Donc elle était perçue On n'est pas comme. religieux dans la famille, Elle on était va- perçue dans ce groupe comme étant. C'était comme une exception, quelque part, non? Il y avait d'autres femmes qui n'étaient pas juives parmi l'encadrement. Il y en a eu d'autres, des éducateurs qui n'étaient pas Oui. juifs. Par exemple, à la CCE, il y en a un qui a laissé aussi un fort souvenir, qui était Pierre Lunet. Ouais. Et Pierre Lunet n'était pas juif. Sa femme, oui, mais pas lui. Ah oui, Lunel. Lunet. Ah oui, Lunel. L-U-N-E-T. Oui, d'accord. Donc il y a eu Pierre cette. Lunet. Ça aussi, c'est un témoignage intéressant de Donc montrer Pierre que. Lunet non plus n'était pas juif. Mais pour les enfants, vis-à-vis des enfants, on ne faisait pas de différence. On ne disait pas, voilà, vous êtes entre les mains de Grete, votre éducatrice c'est Grete, attention, elle n'est pas juive. Non, on ne disait pas ça. Et il y en a beaucoup qui ont été surpris quand je leur ai dit qu'elle n'était pas juive. Ce qui fait l'intérêt de votre livre, Monsieur Sterman, c'est que généralement on parle de ces non-juifs qui ont aidé les juifs pendant la guerre, et là, c'est les non-juifs qui ont aidé les juifs après la guerre. Là, on est dans l'épisode d'après. Oui. On Et est ça, dans c'est l'épisode intéressant d'après. parce que c'est pas tellement évident comme. C'est un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé. Voilà. Il y a une historienne qui était historienne de Lausée qui en a beaucoup parlé, et Oui. je m'appuie aussi un peu sur son livre, que j'ai rencontré aussi, qui est Cathy Hazan, Oui. qui s'est beaucoup attachée à ces... Alors elle a écrit un livre qui s'appelle Les orphelins de la Shoah, mais elle s'est aussi attachée beaucoup à l'éducation de ses enfants, à la prise en charge de ses enfants après la guerre. Mais vous disiez quand même qu'elle a, évoque mes parents aussi, elle a quand même Cathy été victime quelque part de la situation, puisque elle était fragile, ça s'est mal terminé. Ma mère a Donc il y a été- quand même quelque chose qui. C'était comme elle l'a pas vécu pendant la période de la guerre, mais elle en a souffert quelque part. je Ma sais mère pas. était fille d'un responsable social-démocrate, du responsable donc, des sociodémocrates de Hambourg. Oui. Il était le secrétaire du parti pour l'État de Hambourg. Et Comment? C'est pas Didier Sully, par hasard? Ah, je ne crois pas. Non, c'était ok, pardon. Et il a été, dès 1933, dès l'arrivée des nazis, il a été plusieurs fois arrêté, interné, puis relâché, interdit de séjour. Vous parlez de qui? interdit Vous parlez de? Du père de ma mère, Ah oui, c'est ça. Karl Meitmann. Pourquoi? C'était donc un Parce- politicien. Ah oui. Parce qu'il était responsable des sociodémocrates. Voilà, en oui, forcément. Oui. Et responsable socialiste. Donc il a été opposant à persécuté, Hitler. non pas en tant que juif, mais en tant que social-démocrate. Voilà. Et il a été Il y avait probablement obligé il y a d'ailleurs beaucoup de juifs probablement dans ce parti à un moment donné, je suppose. Je ne sais pas. En tout cas, elle n'avait pas affaire spécialement Oui. aux juifs. Mais elle a dû quitter Hambourg. Toute la famille a quitté Hambourg. Ah oui. A dû faire un exil intérieur. en Donc il y a eu Allemagne. une persécution des. On oublie souvent, il n'y avait pas que la persécution des juifs, la persécution aussi des 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 communistes, communistes. en premier lieu, Voilà. mais aussi des socialistes. Voilà. Et mon grand-père, donc, qui était le responsable, principal responsable des socialistes à Hambourg,
a été pendant plusieurs mois en camp de concentration à Hambourg. Ah oui, oui, parce qu'il y a une concentration aussi pour ces Une politiques. prison, Oui, une oui. prison qui était camp de concentration, Voilà. administrée par la SS. Ça a été d'ailleurs à les Hambourg. premiers camps de concentration qui ont évolué par la suite en camp d'extermination, quelque Ah, part. pas tous, pas tous. Donc le camp de Hambourg, non. Non, enfin, je veux dire qu'il y a eu quand même cette espèce de genèse, quelque part. D'ailleurs, le terme concentration est resté, finalement, puisqu'on continue à appeler... C'est un euphémisme Oui, qui était mais voulu à l'époque. oui, mais enfin, il a d'abord été utilisé pour des gens comme votre père, Et comme donc- votre Et donc votre grand-père. ma mère a souffert d'avoir été dans un exil intérieur, Voilà. dans un petit village perdu. Oui, Son père ne pouvant pas exercer son activité de responsable politique. d'où une empathie particulière pour ces juifs. Voilà, et ça a fait des problèmes dans le couple, ça a fait des problèmes dans la famille, Oui. ça a fait des difficultés, ça a fait beaucoup de malheur. Oui, Et mon grand-père à Hambourg a retrouvé ses fonctions après la guerre en 1945. Il a reconstruit le Parti social-démocrate à Hambourg en 1945. Mais le mal était fait. Oui. Et ma mère a connu les bombardements à Berlin, à Kiel, qui était sa ville de naissance, où elle allait voir sa grand-mère. Kiel. Elle a connu les bombardements. oui, Kiel, qui se trouve sur la Baltique, au nord de Hambourg, voilà. la capitale de l'État de Schleswig-Holstein, du Land de Schleswig-Holstein, qui est sa ville de naissance, et la ville de naissance de ses parents. Ouais. Donc elle a connu les bombardements, elle a Oui. connu la peur. Ah elle a oui, les connu bombardements elle a connu- d'Hambourg. Elle a connu le fascisme, eux ils Oui. n'étaient pas pro-nazis, Oui, ils n'étaient oui. pas pro-fascistes, donc ils ont connu, eux, l'oppression politique. Mais elle n'a pas connu, en tant qu'Allemande en France, elle n'a pas connu de difficultés particulières. De- Si, après la guerre, oui. Si, quand même. Elle a été regardée de travers. quand Voilà, même. c'est ça. Elle écrit dans certaines lettres à ses parents qu'il y a des démarches qu'elle fait faire à son mari, par Ouais. exemple d'aller à la poste pour savoir comment on peut expédier un colis Ah en oui, Allemagne, à ce etc. point-là. Ah oui. Elle dit parce que je sens qu'avec mon accent, le Oui. guichetier me regarde de Eh travers. oui. Elle avait en plus ce problème-là. Oui. En France, Si elle était restée en Allemagne, elle aurait été plus... j'essaie ça aurait dans mon été- livre d'analyser les causes de son décès. Oui. Et une des causes, c'est qu'elle se sentait quand même un petit peu mal regardée Oui. dans son pays, qu'elle aimait, qu'elle est venue par amour pour la France et pour les Français. Donc elle est morte à quel âge finalement? À 29 ans. 29 ans, oui. Avec pas mal, une vie assez lourde, effectivement, oui. Oui. Donc, j'ai eu la chance de retrouver en 2007, En 2007, il y a une dizaine d'années seulement. Oui. après la mort de mon oncle, j'ai hérité de sa maison et j'ai récupéré dans le grenier de la maison toute la correspondance que ses parents avaient gardée, toute la correspondance de Alors ma comment mère. vous l'avez utilisé dans ce livre alors finalement? Eh bien, elle Vous m'a